Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire que je vais animer sur la zone proximale de développement, et cette fois on fait vraiment un point théorique et surtout un point pratique. Donc pour ceux qui sont déjà là, je me représente, Laurie Passini, je suis psychologue, clinicienne, je suis spécialisée dans la communication, les interactions, et je réalise une thèse sur les interactions, le modèle de communication entre les personnes avec autisme et les personnes qui sont le plus souvent avec elles, donc leurs parents et les professionnels qui les accompagnent le plus souvent. Donc Flore est avec moi aujourd'hui pour gérer tout ce qui est le chat et vos questions. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire qui vous êtes, votre métier, ce que vous attendez aussi de ce webinaire. Et posez toutes vos questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre à toutes à la fin de ce webinaire. Si jamais j'en oublie, on vous répondra ensuite par mail. Alors, on va démarrer avec cette présentation. Donc la dernière fois, nous avions parlé de la ZPD, donc de la zone proximale de développement, et nous avions eu beaucoup de questions et de retours sur la façon de la mettre en place et aussi tout ce qui était la théorie sous-jacente. C'est pourquoi on a préféré refaire un webinaire vraiment axé sur ce concept et comment on peut le mettre dans la pratique. Donc on va vraiment refaire un point sur toutes les théories du développement, sur tout ce qui va servir dans la théorie et dans la recherche à la pratique, pour ensuite vous dérouler un exemple de l'utilisation de cette zone proximale de développement dans la pratique d'un cas précis. La ZPD en théorie, donc un petit point historique et explicatif de ce concept, en reprenant d'abord les 4 grandes théories du développement qui ont jalonné toute la recherche et l'histoire du développement de l'enfant. Je vois peut-être une petite coquille sur le behaviorisme, je m'en excuse. Donc, la première théorie du développement, le behaviorisme, ou ce qu'on pourrait appeler le comportementalisme, où là, apprendre, c'est transmettre des savoirs en renforçant certains comportements. C'est pour ça qu'on va parler de comportementalisme. On va renforcer positivement ou négativement les comportements pour avancer dans le développement. Le cognitivisme, où apprendre, c'est traiter de l'information, où là, on se concentre sur les mécanismes mentaux internes qui vont constituer la pensée et l'action. On parlera aussi du constructivisme, où cette fois, apprendre, c'est construire des images de la réalité, toujours dans des situations d'action. On reconstruit à chaque fois nos connaissances. Et enfin, le socio-constructivisme, où apprendre, c'est échanger du sens dans des rapports sociaux. Donc, on a des connaissances, on va les mobiliser, les restructurer au fur et à mesure de nos échanges. Donc, le behaviorisme, je n'ai cité qu'un auteur à chaque fois, je sais qu'il y en a aussi d'autres, on va citer surtout les plus importants. Donc, Skinner, pour lui, dans le behaviorisme, le savoir, c'est un objet qui se transmet d'une personne à un apprenant. Donc, on est vraiment dans une modalité descendante. L'apprenant, il doit être attentif, écouter, imiter, répéter, et c'est comme ça qu'il va récupérer et approfondir ses connaissances pour pouvoir ensuite les appliquer. Donc, le behaviorisme, c'est un concept qui va vraiment se concentrer sur la façon dont les élèves apprennent. On est sur des paliers successifs avec justement ce renforcement des comportements pour toujours amener le développement des bons comportements qui vont amener l'apprentissage. Cette théorie de l'apprentissage comportemental est essentielle pour comprendre comment motiver et aider les apprenants. Les élèves sont plutôt passifs dans cet apprentissage comportemental parce qu'ils attendent toujours un retour de l'enseignant ou de l'intervenant. Mais ça montre vraiment de la façon de réagir à différents stimulus et à adapter à chaque fois ce comportement. Le fait de le faire de manière répétitive permet vraiment à l'enfant ou même à la personne de mémoriser ce comportement et de l'assimiler à la réponse qu'il obtient.
Cet apprentissage va donc se faire par paliers successifs et l'environnement a un impact conséquent sur celui-ci. Donc on retrouve toujours aujourd'hui dans nos accompagnements le fait de placer des objectifs les plus précis possibles et de toujours chercher à motiver la personne pour qu'elle ait toujours envie d'apprendre et qu'elle ne se désengage pas justement de cet apprentissage. On cherche toujours à trouver le bon équilibre entre les deux pour montrer aussi à la personne pourquoi elle doit continuer à travailler et à apprendre ces éléments. Ensuite, nous avons donc le cognitivisme, où on peut citer Brunner. Donc, contrairement aux behavioristes, les cognitivistes ne cherchent pas l'exposition extérieure de l'apprentissage. Ils vont surtout se concentrer sur les processus internes, les connexions qui vont se réaliser pendant cet apprentissage. L'apprenant est comme une sorte de processeur, finalement, d'informations. La connaissance, elle va prendre la forme d'un schéma ou de construction mentale symbolique. Plus l'apprenant va emmagasiner de connaissances, plus il va venir modifier ces schémas d'apprentissage et ces schémas mentaux. Donc cette approche, elle se base sur la découpe des processus mentaux en différentes étapes de traitement les plus simplifiées possibles. La pensée humaine, elle est envisagée comme un grand ensemble de représentations et de symboles, des constructions mentales et des schémas, et toutes ces représentations sont interdépendantes. Elles vont être régies par des règles, par ces processus mentaux qui vont permettre de mémoriser et de réutiliser ces connaissances. Donc là aussi, on voit l'apport du cognitivisme dans tout ce que l'on fait aujourd'hui, avec les liens entre les différentes compétences et le fait d'utiliser certaines aptitudes et certaines compétences dans différentes situations de la vie quotidienne. Piaget, qui était aussi cognitiviste au début du courant, a ensuite développé l'approche constructiviste. On en entend beaucoup parler dans toute la culture de la psychologie et aussi dans l'accompagnement médico-social. Piaget a eu une place assez importante en développant cette approche où la connaissance s'acquiert par l'action. L'apprenant va donc s'approprier l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Au fur et à mesure qu'il apprend, il se reconstruit cette réalité, il fait les connaissances siennes. Il s'approprie vraiment ces connaissances. Chaque apprentissage va se construire sur les bases des connaissances antérieures. Donc à chaque fois que l'apprenant acquiert de nouvelles connaissances, elles viennent s'ajouter à ces connaissances antérieures. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une accommodation, c'est-à-dire une restructuration de ces connaissances. On voit bien ici que l'apprenant est beaucoup plus actif dans cette façon de penser et d'envisager le développement et l'apprentissage. La connaissance se construit et donc il y a vraiment ce mouvement actif de l'enfant ou de l'apprenant. L'apprentissage est à la fois une activité sociale et contextuelle également, parce que c'est bien l'environnement qui va venir modifier les connaissances de la personne. On arrive ensuite au socioconstructivisme, qui s'est développé à peu près en même temps que le constructivisme de Piaget, mais qui a été plus repris pour tout ce qui était pédagogie et éducation. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les modèles d'apprentissage de l'école, par exemple. Donc le socioconstructivisme va reprendre les idées principales du constructivisme de Piaget, mais en y ajoutant surtout le rôle social de ces apprentissages. Les interactions et la dimension sociale de l'apprentissage a vraiment une place très importante dans la théorie de Vygotsky. Il voit l'apprentissage comme l'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant ou l'intervenant et l'enfant, la personne, mais aussi entre la personne et ses pairs. Il n'y a pas un apprentissage que dans le sens transmission de la personne, de l'intervenant, de l'enseignant vers l'apprenant, mais dans l'autre sens aussi, et surtout dans ces interactions entre apprenants, où chacun va venir finalement donner un prisme différent à l'apprentissage selon les compétences qu'ils ont tous développées. C'est bien une approche interactionniste et donc socio-constructiviste que Vygotsky a développée.
Pour lui, toutes les fonctions cognitives vont provenir justement de ces interactions sociales. Donc, tout ce qu'on a pu voir dans les autres théories développementales sont reprises ici en reprenant bien sûr le contexte social pour les expliquer. Dans les interactions essentielles que Vygotsky va décrire, il décrit à la fois des interactions dissymétriques, où on va guider l'apprenant. C'est aussi ce que Brunner décrivait comme des interactions de tutelle ou de tutorat. Mais il décrit aussi des interactions symétriques, donc entre pairs, de résolution conjointe, c'est-à-dire qu'ensemble, on va chercher à résoudre une situation, un problème. Lors de la résolution conjointe de problèmes ou de conflits socio-cognitifs, lorsqu'un même objet, finalement, va amener différentes représentations selon les personnes qui l'observent, c'est là qu'on va reconstruire ces connaissances, qu'on va venir challenger, finalement, notre apprentissage, nos pensées, pour évoluer et se développer. L'apprenant s'inscrit donc dans un contexte social, institutionnel, culturel, et lorsqu'il est au contact d'individus plus expérimentés, son potentiel d'apprentissage va être plus efficace. Ce potentiel d'apprentissage, il est d'autant plus efficace qu'il se situe dans la zone proximale de développement. Donc, pour Vygotsky, la zone proximale de développement, elle correspond à la différence entre l'état actuel des connaissances et des compétences de l'apprenant et le niveau qu'il peut atteindre à l'aide d'un intervenant ou d'un père plus expérimenté. C'est donc la différence entre ce que l'apprenant peut faire seul, ce qu'il ne peut pas faire, même si on l'aide, et donc là, on se retrouve entre les deux avec ce que l'on peut faire avec aide. C'est donc bien ici que se situe cette zone proximale de développement. La définition de cette zone proximale de développement nécessite donc une évaluation précise de l'état des connaissances et des compétences par rapport à des objectifs spécifiques. Elle va permettre de construire et d'organiser un programme d'apprentissage de façon efficace en précisant les aides et les appuis extérieurs nécessaires. Pour Vygotsky, le seul bon enseignement est celui qui précède le développement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de trop facile pour l'apprenant, qui pourrait l'ennuyer ou le désengager de l'apprentissage, ni quelque chose de trop difficile qui le mettrait en difficulté et l'amènerait à ne pas vouloir continuer dans cet apprentissage. La ZPD en pratique. Donc, si on devait résumer la ZPD, ce que c'est, pourquoi les professionnels, les intervenants auraient besoin de l'utiliser, c'est que c'est un outil facilitateur. Il va être généré à partir des évaluations croisées des différents professionnels et va permettre de faciliter la mise en place des stratégies d'accompagnement avec les méthodes d'accompagnement différentes que chaque professionnel va décider d'utiliser. On est vraiment à la jonction entre les évaluations et l'accompagnement. Donc, je vais vous donner un petit exemple qui nous servira de fil conducteur pour expliquer cette mise en pratique de la zone proximale de développement. Donc, si nous accompagnons Lisa, 8 ans, qui est accueillie en unité d'enseignement élémentaire autisme, on va s'intéresser sur tous ses acquis au niveau de connaissances, de compétences et à la définition justement des objectifs qui lui permettront de se développer au mieux dans cette unité. C'est grâce à un bilan pluridisciplinaire où tous les membres de l'équipe vont venir évaluer les différentes compétences et connaissances de Lisa qu'on va pouvoir justement définir ensuite les objectifs qui lui correspondront le mieux. Pour ce bilan pluridisciplinaire, donc, comme je vous le disais, on va avoir 2 étapes d'évaluation. Une évaluation précise des connaissances pour permettre de vraiment spécifier un objectif le plus précis possible et qui correspondra le mieux au niveau des connaissances de Lisa, mais aussi permettre une analyse du niveau de développement dans le domaine de développement de cet objectif. L'évaluation précise des compétences ensuite, qui va être donc pluridisciplinaire, chaque professionnel, l'ergothérapeute, le psychomotricien, le psychologue, l'orthophoniste, va pouvoir utiliser les outils dont il a l'habitude pour évaluer ses compétences et savoir exactement lesquelles sont bien développées, bien maîtrisées, et celles qui nécessitent peut-être une compensation ou une rééducation. C'est là qu'on arrive dans l'analyse du niveau de maîtrise et des besoins pour continuer d'avancer dans le développement de cet objectif.
Donc, dans l'exemple de Lisa, après le bilan pluridisciplinaire effectué, l'objectif qui a été défini pour elle est de se concentrer sur écrire des mots. Toute son équipe, que vous pouvez voir représentée ici, ont donc évalué les différents domaines du développement et de ses connaissances, de ses compétences. L'enseignante spécialisée a peut-être utilisé des grilles correspondant aux attendus de l'éducation nationale pour voir à quel niveau de connaissances en mathématiques, en écriture ou en lecture Lisa se plaçait. Les éducateurs l'éducateur et l'éducatrice ont pu aussi observer tout ce qui était les renforcements qui pouvaient fonctionner, les difficultés que Lisa pouvait avoir dans les différentes situations. Le psychologue a pu faire une évaluation des fonctions cognitives, de la communication de Lisa, de toutes ces compétences qui vont lui permettre justement de mettre en pratique cette aptitude d'écrire. La psychomote a pu voir si elle avait besoin aussi au niveau de sa motricité, de son tonus, pour pouvoir développer les praxis correctement, pour pouvoir tenir le stylo et écrire ses mots. L'ergothérapeute également, en lien avec la psychomotricienne, a pu voir s'il y avait besoin de compensation ou de mettre en place un équipement spécifique pour aider Lisa à développer son autonomie dans l'écriture. Lorsque tous les professionnels mettent en commun ces différentes informations issues de leurs évaluations et de leurs observations, on va pouvoir observer la zone proximale de développement pour l'objectif écrire des mots de Lisa. Donc voilà ce que peut donner cette zone proximale de développement de façon brute, sans les éléments apportés par les différents professionnels. Donc on voit là finalement la base du développement qui peut correspondre à tous. Alors, on sait bien que dans le développement, certaines trajectoires développementales peuvent être différentes. On ne passe pas par toutes les étapes à chaque fois. On peut développer certaines compétences plus vite que d'autres. Là, c'est vraiment ensuite au professionnel de pouvoir adapter selon la connaissance qu'il aura de Lisa. Ici, on peut remarquer que pour atteindre écrire des mots, on a 3 aptitudes qu'on peut travailler avant cette aptitude-là. Donc, vous le voyez ici représenté par les flèches jaunes. Donc, on aura complété les lettres manquantes, copier des mots, épeler et écrire son prénom. Ce sont donc les prédécesseurs à l'aptitude. Toutes ces aptitudes-là sont bien reliées entre elles avec un niveau de hiérarchie qui peut être suivi. Grâce aux différentes évaluations effectuées, on va donc pouvoir déterminer quelles aptitudes sont déjà généralisées chez Lisa, qu'elle peut mobiliser dans toutes les situations sans aide, de façon autonome. On voit également les aptitudes qui sont acquises, c'est-à-dire que dans une situation particulière, Lisa va pouvoir mobiliser ses compétences pour réaliser l'aptitude et réaliser les exercices nécessaires. On peut également voir ce qui est émergent. Ici, donc, lire de simples mots est en émergence, c'est-à-dire qu'elle a encore besoin de guidance, peut-être une situation particulière, vraiment un contexte très précis pour réussir à lire de simples mots. Cependant, elle a les compétences, elle apprend à les mobiliser. Enfin, on peut voir tout ce qui est non acquis. Donc ici, vous avez 4 aptitudes non acquises qui sont en lien direct avec notre objectif spécifique. Grâce à cette vue d'ensemble des aptitudes et de leur niveau d'acquisition, les professionnels vont pouvoir définir exactement la ZPD en voyant tout ce qui est réalisé de façon autonome, mais également tout ce qui ne peut pas être réalisé, même avec l'aide des personnes, des intervenants, ou bien avec une aide qui serait très importante. On va donc pouvoir construire un programme d'apprentissage à partir de cette ZPD. On définit d'abord les priorités selon les acquis de Lisa. Ici, on va pouvoir voir 2 priorités qui peuvent être travaillées. Copier des lettres en minuscules cursives peut être mise au programme parce que tous ses prédécesseurs sont déjà acquis. De la même manière, compléter les lettres manquantes dans un mot,
les prédécesseurs sont acquis, même si lire de simples mots n'est qu'émergent. Vu les compétences de Lisa, les professionnels ont décidé qu'il était important de continuer à travailler et de commencer ce travail sur compléter les lettres manquantes dans un mot. Lisa avait besoin de plus de stimulation. Lire de simples mots commence à être acquis. Cette stimulation nécessaire va peut-être permettre d'améliorer encore plus l'acquisition de ces aptitudes. Ça n'empêche pas que dans la définition du programme, on puisse mettre également des aptitudes au programme pour continuer et maintenir le travail sur d'autres aptitudes, pour être sûr que ces compétences continuent d'être maintenues et de se développer, toujours pour renforcer à nouveau ces compétences et continuer le développement vers l'objectif spécifique. Donc ici, les professionnels décident de continuer à travailler à la fois sur copier des lettres en minuscules d'imprimerie, parce que ça permet de continuer le travail d'écriture sans mettre en difficulté Lisa, mais également d'associer des mots à des images et de lire de simples mots, pour continuer ce travail aussi de reconnaissance de lettres et de début de lecture. En définissant toutes les aides et les appuis nécessaires extérieurs, c'est-à-dire en fonction des évaluations dont on a parlé, des compensations qu'on peut mettre en place, on va pouvoir voir le développement et à quel point Lisa continue de s'améliorer dans ses acquis. Quand vous continuez à travailler avec cette zone proximale de développement, vous pouvez y revenir régulièrement pour voir justement si le niveau d'acquisition dans les différentes aptitudes a évolué. Ici, par exemple, on peut voir que copier des lettres en minuscules cursives est passé en émergent. Lisa a moins besoin de guidance, moins besoin d'aide pour commencer à copier ces lettres en minuscules cursives. C'est ce qui va permettre ensuite de passer à une autre étape du travail qui serait de compléter les lettres manquantes. Si les professionnels jugent que les compétences de Lisa sont assez solides pour justement envisager ce nouveau travail. À l'inverse, on peut voir aussi, grâce à cette ZPD, lorsque Lisa est en régression sur certaines aptitudes. Donc, par exemple, elle pourrait être en régression sur associer des mots à des images. Ça peut être à la fois une difficulté au niveau des compétences ou peut-être de la situation autour. On a parlé de la motivation au début de ce webinaire. Peut-être que Lisa n'est plus motivée sur cette aptitude, que c'est quelque chose qui est trop facile pour elle de lire de simples mots ou d'associer des mots à des images, et qu'il devient nécessaire de passer à des exercices ou des aptitudes qui viendraient mobiliser d'autant plus ses compétences pour retrouver cette motivation et cette envie d'apprendre. C'est ce qui va à nouveau permettre du coup d'organiser ce programme et de le mettre à jour au fur et à mesure. Ce que j'ai expliqué au niveau de la zone proximale de développement et du côté outils facilitateurs, c'est qu'ici aussi, en fonction des aptitudes qui sont mises au travail et des évaluations qui ont été effectuées en amont, je vous expliquais qu'on pouvait mettre en place des compensations ou axer le travail sur de la thérapie ou de la rééducation de compétences. C'est-à-dire que si, lorsque on travaille sur copier des lettres en minuscules cursives, le psychomotricien ou l'orthophoniste a mis l'alerte sur les praxis qui vont avoir besoin d'être retravaillés pour pouvoir être mobilisés, il y aura peut-être d'abord un travail avec le psychomote ou l'orthophoniste avant de passer vraiment à du travail pédagogique sur l'écriture de la minuscule cursive. On cherche vraiment à amener Lisa à son autonomie maximale, à explorer son potentiel explorer son potentiel au maximum en l'accompagnant en fonction de ses besoins et en fonction de l'expertise des différents professionnels. Tout le partage d'informations également des différents professionnels autour de cette zone proximale de développement va permettre justement de reconnaître également lorsqu'il y a un développement ou lorsqu'il y a une régression, mais aussi de reconnaître quand Lisa sait qu'elle a les compétences, qu'elle maîtrise ses compétences et qu'elle sait les mettre en œuvre dans des exercices plutôt pédagogiques. Tous ces éléments, toutes ces étapes vont vraiment permettre de l'accompagner du mieux possible vers l'objectif final.
plus on partage, plus on met à jour ce programme au fur et à mesure des acquisitions ou des difficultés de Lisa, plus on va permettre d'avoir ce programme personnalisé et d'amener, pas forcément le plus rapidement vers l'objectif que l'on s'était fixé, mais au moins de façon la plus stable possible pour que ces compétences, ces connaissances soient solidifiées, qu'elles soient bien internalisées par Lisa et qu'elle puisse ensuite les réutiliser dans une reconstruction de schémas mentaux. Alors, Oriane demande si la VBMAP peut être complémentaire ou finalement il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre. Alors, la VBMAP peut être utilisée et revue ensuite avec la zone proximale de développement, parce que finalement, la VBMAP, quand vous faites une évaluation complète, vous avez ensuite les différents éléments au niveau de l'évaluation. Il suffit peut-être de remettre en lien. Vous n'aurez pas finalement de la visualisation de la zone proximale de développement. Il faudra la recréer selon les différents axes de la VBMAP. Mais c'est une évaluation qui permet justement de voir au niveau des compétences et des connaissances de la personne où elle en est dans les différents domaines de développement. En conclusion, donc la zone proximale de développement, dans cette conception, il est important que l'apprenant soit au centre de l'apprentissage. En se référant à tous ses acquis, toutes ses compétences, on lui permet de construire également son savoir et de se l'approprier. Le travail va être coopératif pour être plus constructif, plus motivant et donc plus valorisant. Dans cette façon d'envisager les choses, l'intervenant est donc un guide. Il est un facilitateur et il n'est plus un instructeur simplement qui donne les connaissances et donne les informations. Il va présenter des exemples, définir des objectifs, donne des indices, des guidances, mais il ne conduit plus pas à pas l'apprenant finalement. L'apprentissage va vraiment se fonder sur l'autonomie. Le but de l'accompagnement est d'atteindre cette autonomie dans les différents domaines de développement, et en se basant sur ses acquis, sur ses connaissances, ses compétences, on va faciliter justement l'émergence de l'autonomie de la personne. On a parlé de la stratégie par l'action. C'est parce que plus on va travailler avec des tâches, des activités qui impliquent justement la personne dans un côté actif, plus il va pouvoir mémoriser ses connaissances et justement les faire siennes, restructurer ses schémas de connaissances. Ces tâches et activités par l'action, elles permettent également de venir transposer des connaissances, des apprentissages qu'on pourrait apprendre dans des situations formelles, en un pour un, avec un environnement très structuré. On peut les passer ensuite dans une situation naturelle qui va permettre justement de mettre en mouvement, de mobiliser les compétences de la personne dans une situation qu'il pourra revivre quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C'est ce qui permet à nouveau, dans cette idée de répétition qu'on avait vue en début de webinaire, de mémoriser d'autant mieux ces apprentissages et de résoudre des problèmes ou même résoudre des situations dans un contexte réel, pour toujours plus d'autonomie au niveau de l'apprenant. Donc, je vous remercie. J'ai fait le tour sur la théorie et la pratique que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'attends vos questions pour pouvoir vous y répondre. Je vois que certains d'entre vous sont en train de taper. Pas de questions sur l'utilisation. Je sais qu'on avait eu beaucoup d'éléments la dernière fois sur si c'était compatible justement avec certaines méthodes d'accompagnement, certaines évaluations. Donc là, comme j'ai essayé de vous le montrer le plus possible, c'est que c'est juste une jonction entre ces différents éléments et que ça permet à la fois à chaque professionnel d'utiliser ce dont il a l'expertise, ce dont il a l'habitude aussi, et d'amener toujours cet accompagnement de façon la plus personnalisée possible. C'est ça. Donc, on peut voir les régressions et les réajuster. C'est vrai que parfois, on peut laisser se concentrer sur certains apprentissages et aller de plus en plus loin dans le développement sans se rendre compte que certains sont en régression.
et qui peuvent ensuite amener d'autres difficultés quand on est plus loin dans le développement. Donc là, ça permet vraiment d'ajuster au fur et à mesure, de voir quand il faut remettre un peu peut-être de thérapeutique pour redévelopper certaines compétences ou des compensations et justement ne pas, entre guillemets, perdre du temps avec de repartir en arrière sur des acquisitions qui semblaient acquises, qui semblaient solides, dirons-nous. C'est ça, essayer de comprendre où ça bloque. Si c'est justement un problème de connaissances, de compétences, de motivation. Parce que comme je vous disais sur la régression de l'exemple, ça peut être aussi un problème de motivation. On ne sollicite plus assez les compétences de la personne. Et comme tout un chacun, quand on n'est plus sollicité, on s'assoit sur nos acquis et donc on peut régresser. Et en effet, le sensoriel aussi peut créer une illusion de régression. C'est là que c'est important d'avoir les bilans des différents professionnels pour pouvoir mettre en place le meilleur contexte d'apprentissage pour la personne. Bon, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, on va pouvoir finir ce webinaire ici. Nous réaliserons un e-book pour reprendre des éléments de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez avoir plus de détails sur certains éléments. Et également, peut-être, si vous avez des envies de sujets pour un prochain webinaire, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là, de votre participation et à bientôt, j'espère.